Qu'est-ce que la gestion de l'offre? Aujourd'hui, on va répondre à cette question avec M. Maurice Doyon, qui est professeur à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval et plus spécifiquement, si je ne me trompe pas, au département d'économie agroalimentaire. Donc, c'est une question qui est complexe. La majorité des Québécois acclament ce système. Certains le critiquent. Alors, ça ne laisse personne indifférent. Merci, Monsieur Doyon, de bien vouloir éclairer nos lanternes sur le sujet. Bienvenue. Premièrement, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire un peu l'historique là, de comment ça s'est installé? Oui, alors... historiquement, en agriculture en général, on a ce qu'on appelle le farm problem. Donc, le problème agricole, c'est qu'on a un décalage qui existe entre, dans le fond, le moment où les producteurs reçoivent un signal de marché, donc les prix sont bons, et ils vont mettre en production soit alors si on est producteur de bœuf, de lait ou peu importe, et par le moment où cette production-là va arriver sur le marché, souvent tout en même temps, les conditions peuvent avoir changé, donc on se retrouve souvent avec des surplus. Alors lorsque les surplus, les prix s'effondrent, et alors là les producteurs réduisent leur production, on se ramasse dans une situation où il y a comme un marché un peu serré, il n'y a pas assez de produits, donc les prix remontent, donc on se promène dans des montagnes russes comme ça, et tous les gouvernements de la planète, ou à peu près, interviennent et vont acheter ces surplus-là pour stabiliser, sinon on n'aura pas d'agriculture. Alors, à ce moment-là, il y avait vraiment beaucoup de surplus. Et c'est une guerre de subventions, dans le fond, que les gouvernements des différents pays se font, parce que tout le monde essaie de vendre ces surplus à rabais, de les domper, faire du dumping, oui, si vous voulez. Alors, le Canada s'est retrouvé dans cette situation-là, notamment dans le secteur laitier. Particulièrement, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait commencé à avoir une agriculture qui était beaucoup plus spécialisée. On avait beaucoup augmenté notre production agricole durant la guerre. Et on avait le Royaume-Uni qui était un marché intéressant pour nous. Dans les années 50, fin des années 50, le Royaume-Uni est devenu membre de l'Union européenne. Et du coup, cette relation privilégiée que l'on avait commencé à s'effriter parce qu'ils avaient des obligations avec l'Union européenne, si bien on s'est retrouvé avec des situations de surplus comme je l'ai décrit précédemment. Et pour gérer ça, on a vu que justement dans d'autres pays, on avait commencé à mettre en place des mécanismes et nous on est arrivé avec la gestion de l'offre dans les années 70. Alors on l'a fait pour la volaille, pour le lait et pour les œufs. Donc, à partir des années 70, on a mis ça en place. Est-ce que, en termes de chiffres, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que ça représente? En fait, avant, je vous donnerais peut-être un petit peu c'est quoi l'essence de la gestion de l'offre, oui, si vous permettez. Plaît, bien sûr. En fait, il y a trois éléments importants. Alors, je l'ai mentionné précédemment, il y avait des surplus. Et donc, une fluctuation de prix. Là. Donc, quand le prix est très, très creux, les producteurs ne couvrent pas leurs frais. Et quand le prix est très très haut, ceux qui sont pas morts quand les prix étaient très très bas, morts, je parle de leur entreprise, on s'entend, là ils peuvent en profiter, mais vous voyez, c'est très très difficile de développer des affaires quand, on le voit aujourd'hui, là. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a énormément d'incertitudes compte tenu de l'administration américaine qui met des tarifs, qui en met pas, qui les enlève, qui remet, et ce qu'on entend, l'incertitude, les entreprises veulent pas investir. Alors, le secteur agricole n'est pas différent. Quand il y avait des incertitudes comme ça, avec des fluctuations de prix incroyables, je ne suis pas très enclin à investir. Donc, on dit aux producteurs, écoutez, on va vous donner votre coût de production. On va vous donner ce que ça coûte pour produire du lait, des œufs, de la volaille. On ne va pas vous donner plus, on ne va pas vous donner moins. On va vous donner quelque chose qui est, en général, votre coût de production moyen, la moyenne des coûts de production. Alors, en échange de ça, par contre, vous allez être discipliné. Alors, vous ne pourrez pas, lorsque les prix sont bons, de toute façon, il n'y aura jamais de prix excellent puisque je vais vous donner votre coût de production. Vous n'aurez jamais ces pics. Hein? Alors là, vous allez vous discipliner et vous allez produire ce qu'on vous demande de produire. On va produire ce dont on a besoin au Canada. Donc ça, c'est
on gère l'offre domestique. Donc, il y a des quotas associés à ça. Et puis, pour que ça fonctionne, parce qu'il y a des moments où on ne sera pas synchronisé avec les autres pays, parce que nous, on va se désynchroniser puisqu'on va avoir un prix relativement stable tout le temps, qui va suivre les coûts de production. Alors, pendant que nous, on suit les coûts de production, il y a plein d'autres pays qui, autres, sont comme ça, là. Et puis, quand ils sont dans le creux, eux, ils veulent domper leurs produits à quelque part. Fait on va les domper au Canada. Puis en plus, au Canada, ils ont un bon prix, ils ont un prix stable. Alors là, pour gérer ça, nous, on ne peut pas gérer l'offre internationale. Donc, on met des barrières aux frontières, sous forme de tarifs très élevés, qui font en sorte que les produits ne peuvent pas pénétrer. Et là, c'est les 3 piliers de la gestion de l'offre. Donc, je te donne ton coût de production, tu vas contraindre ta production, puis je vais contrôler les frontières. En contrepartie de ça, bien entendu, lorsqu'on fait je fais juste une petite parenthèse, lorsqu'on fait des ententes internationales, des ententes de commerce, on a donné des accès gratuits. C'est-à-dire que vous pouvez exporter chez nous vos produits sans tarif, 0 tarif. Passer ce niveau-là, ben là, vous allez frapper du 250, du 163%, et etc. Alors, puisqu'on est dans l'actualité, Monsieur le Président des États-Unis a mentionné récemment qu'on avait des tarifs très, très élevés. Il faut quand même comprendre que nous sommes le 2e marché d'exportation de produits laitiers pour les Américains. Ils ont exporté en 2024 pour 1,2 milliard de dollars de produits laitiers chez nous. Donc, il est faux de dire, à 0 tarif. Donc, il est faux de dire qu'on les empêche de faire du commerce. Sinon, comment se fait-il que parmi tous les pays de la planète, nous sommes le 2e, plus important. Et le 3e après nous, il est loin, loin, loin. On est largement le 2e. Le premier, vous savez, c'est le Mexique. Alors, à l'intérieur de nos contraintes à l'importation ou à l'exportation, dépendamment du point de vue où on se place, on a aménagé dans les différentes ententes des pourcentages de notre consommation domestique qui peuvent entrer ici sans tarif. Juste pour être sûr de comprendre, le premier pilier, vous dites que c'est... On va vous donner votre coût de production moyen. Quand vous dites « on va vous donner », c'est... C'est-à-dire qu'on va... c'est le gouvernement? En fait, c'est le marché. C'est une très bonne question. On peut élaborer un petit peu là-dessus. C'est le marché, c'est-à-dire que on va estimer la demande et on va calculer combien ça coûte produire 1 hectolitre de lait, par exemple. Donc ça, c'est le gouvernement, c'est le ministère de l'Agriculture? C'est une institution indépendante, comme dans le cas du lait, c'est la Commission canadienne du lait qui va faire le calcul avec l'aide des provinces, avec des firmes indépendantes. On va aller chez les agriculteurs, on va ramasser leurs factures, on va vraiment regarder comment ça coûte. On va faire une moyenne de ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça ressemble à ça. C'est ça le principe. On va prendre la moyenne de ça, puis on va dire, à ce prix-là, quelle est la quantité de produits laitiers que les Canadiens vont consommer? Et c'est ce qu'on va produire. On va produire le lait qui va correspondre à la demande des Canadiens à ce prix-là. D'où la gestion de l'offre. Exactement. On gère l'offre de lait. On gère l'offre de lait, donc on s'assure qu'on ne va pas faire de surplus. De trop de lait, Et on va s'assurer aussi qu'on ne fait pas de pénurie. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez. Et on peut dire, bon, mais c'est quand même un bon truc, ça, d'avoir la moyenne. Alors, est-ce que ça nuit à l'efficacité du secteur et tout ça? Ben, dites-vous que c'est la moyenne. Donc, si un producteur réussit à réduire, il travaille très très fort, un producteur ou une productrice pour réduire son coût de production en bas de la moyenne, ben la différence, il l'empoche. C'est pas ton coût de production, c'est le coût de production. Mais si je suis en haut, ben je vais pas résister. Je vais finir par disparaître. Donc, il y a quand même une sorte de concurrence. Tout à fait. On a un fort incitatif à s'améliorer. Parce et on le sait, on voit des données. On voit qu'il y a des producteurs de lait qui sont très, très prospères parce qu'ils sont extrêmement efficaces. Et on a des producteurs de lait qui, année après année, finissent par quitter la production. Dans certains cas, c'est pas tout le monde qui quitte la production par manque d'efficacité, mais parfois c'est j'ai pas de relève, l'âge et tout ça. Mais il y en a d'autres que c'est carrément par manque d'efficacité. Donc j'arrive pas avec le prix qu'on me donne. Donc la commission met un certain prix et les producteurs vont être payés ce prix-là
Plus ou moins dépendant de la qualité? Oui, il y a toutes sortes d'ajustements, mais on vise un coût de production moyen. Okay. Alors, ça tourne autour de ça. C'est un petit peu plus, sans entrer dans les détails, là, mais ça tourne, c'est ça le principe. Il se fait payer ça, d'où la raison des quotas aussi, pour pas qu'il y ait trop... Alors le quota me permet de produire une certaine quantité de lait. Alors, si je veux en produire davantage, je dois acquérir du quota, donc il faut que je le prenne de quelqu'un d'autre. Il faut que j'achète les quotas, donc c'est limiter le nombre. Tout à fait. Et puis après, si la demande est en hausse, comme c'était le cas dans les dernières années, ben je vais émettre du quota supplémentaire, et là, ça va être au prorata de ce que vous détenez que vous allez en recevoir de plus. Mais il y a eu des années où on a coupé le quota, parce que la demande diminuait. Ça, donc le gouvernement rachète les quotas? Non, pas du tout. C'est une perte. C'est une perte. C'est une perte. Oh. Mon père, lorsqu'il a acheté la ferme laitière en 1976, quelques mois après avoir acheté la ferme, il y a eu une coupure de quota de 20%. Ouf. Donc lui, il venait d'acheter ce quota-là, et puis il s'est fait couper 20%, et puis il n'y a pas de compensation. Ah, non. Alors, il n'y a pas eu de coupure aussi drastique par la suite, mais disons qu'il n'a pas été chanceux. Ouais. Non, hein. Ok, je comprends mieux. Et donc le deuxième pilier. Donc le deuxième pilier, c'est, en fait, on vient d'en discuter. Oui. Le premier, c'était le coût de production. Oui. Le deuxième, c'est le quota. Le quota, ok. Alors c'est ça l'entente, c'est-à-dire que tu devras te discipliner à hauteur de ton quota. Oui. Alors, tu peux pas te mettre à produire 3 fois plus comme ça parce que ce matin, tu as décidé de produire 3 fois plus, etc. Donc, un aspect, c'est que nous, on a moins besoin de faire du dumping, justement. Parce on n'en fait pas. On n'en fait pas, on surproduit pas. On ne surproduit pas. Donc, on a des surplus structurels parce que quand on fait des moyennes. En fait, lorsqu'on produit du lait, le lait, pour un transformateur, c'est pas du lait. Pour un transformateur, c'est des composantes laitières. Donc, c'est des solides non gras, c'est du gras, puis c'est de l'eau, si je simplifie à outrance. Et là, si on consomme des produits plus riches en gras, ce qui est notre cas au Canada, je me retrouve en produisant ces produits-là, je me retrouve avec des solides non gras en excédent. Alors, on a un léger surplus de solides non gras, mais bon, ça se gère, mais on n'est pas dans une situation de surplus de lait. Oui, je comprends. Puis le troisième pilier, c'était? Alors le troisième, c'est le contrôle aux frontières. Ah oui, qui va. Donc on va s'assurer dans le fond, de mettre des tarifs très élevés au-delà des contingents qu'on a accordés pour ne pas que ces produits-là puissent entrer. Parce que, encore une fois, lorsque les autres pays... Alors, regardez, si on prend le cas des œufs, là, les producteurs d'œufs n'ont pas, récemment, américains, aucune envie de faire du dumping au Canada, là. Parce que le prix d'une douzaine d'œufs aux producteurs, c'était 7 $. Alors, c'est énorme. Alors que souvent, c'est 80 sous. Mm-hmm. Alors, ils sont passés de 80 sous US à 7 $ US, donc ils n'ont pas envie de... Ils sont dans un pic, là. Et puis, lorsqu'ils vont retomber dans un creux, là, le creux s'en vient. Ça, on parle aux États-Unis. On parle aux États-Unis, oui. Alors, lorsqu'ils arrivent, comme je vous disais, c'est des pics et des creux, des pics et des vallées. Donc, lorsqu'ils vont arriver dans le creux, là, ils auraient le goût de domper des œufs au Canada. Donc, nous, on fait juste dire non, tu peux nous envoyer des œufs à l'intérieur de nos contingents. C'est quand même une quantité d'œufs qui est très significative. Là, on parle de plusieurs 100 000 douzaines d'œufs par semaine qui est prévu que l'on importe des Américains. Sans tarif. Sans tarif, effectivement, oui. OK. Puis après ça... ils exportent jamais au-delà du tarif. Et ils le font pas parce que c'est pas intéressant. Non, c'est ça. Puis, donc, il y a les œufs, il y a le lait... Et la volaille. Et la volaille. Donc, on parle de tout ce qui est poulet. On parle de poulet et de dinde. De dinde. Poulet et dinde. Ouais. De coquachère, finalement. Oui. OK. Oui. Puis, ça, comment ça fonctionne, là? C'est toujours le même principe. Dans les 3 cas, c'est le même principe. Ouais. Il faut acheter des... Il y a du quota, et puis, effectivement, et les 3 principes s'appliquent à tous les secteurs. Ouais. La mise en œuvre, elle peut différer légèrement, mais les 3 reposent sur le même principe. Ce qu'on entend, c'est que durant les dernières années, négociation après négociation, il y a des parties
de la gestion de l'offre qui ont été aliénées de plus en plus. Ouais. C'est quoi ces parties-là? En fait, c'est ce dont on vient tout juste de parler. Ce sont les contingents pour lesquels il n'y a pas de tarif. Okay. Alors, le secteur laitier a été davantage touché que les deux autres. Pourquoi? Parce que dans l'entente avec les Européens, dans l'entente de commerce, les œufs et la volaille n'ont pas été touchés, n'ont pas été inclus dans cet accord-là, mais le secteur laitier, oui. Notamment avec des contingents importants d'importation de fromage fin, notamment, et quelques contingents de fromage de type cheddar aussi. Donc, on en a à l'OMC, il y avait déjà des contingents qui avaient été donnés à l'ensemble des pays. Alors, c'était dans l'entente de l'OMC en 1995. Et puis, par la suite, au Canada, on avait eu l'entente avec les Américains, qui après ça, qui était l'entente États-Unis, Mexique, Canada. L'ALENA. Et puis après ça, on a eu le renouvellement de l'ALENA, l'ASEUM. Oui. Et on a eu le Transpacifique et on a eu également l'entente avec les Européens. Donc à chaque fois, alors on en avait déjà donné, mais à chaque fois on en a ajouté un peu. Okay. Et le secteur laitier, lui, il est passé à la caisse dans tous les accords, contrairement aux deux autres secteurs. Ce qui fait que le secteur laitier, c'est celui pour lequel l'accès au marché est le plus important. Tout à l'heure, je vous parlais de 1,2 milliard pour les Américains seulement, mais il y a d'autres pays également qui exportent vers le Canada. Bon, notamment tous les fromages européens dont on parlait précédemment. Alors, dans le secteur laitier, on parle, c'est très difficile à évaluer exactement parce que c'est différentes façons de le calculer, mais on peut dire que c'est entre 10 et 14% du marché qui est donné, dans le fond, à des pays externes. Alors, si on fait une moyenne là, mettons, autour de 12%, c'est certain que le secteur laitier, lui, en fait, la question qui se pose, c'est jusqu'où ça vaut encore, jusqu'où la gestion de l'offre est préservée lorsqu'on donne des accès comme ça. Ça fonctionne à 12%. Mais si on donnait un autre 5%, par exemple, est-ce que ça fonctionne encore? Là, quand tu as près, tu sais, si on se rend jusqu'à 20%, là, si tu as, je veux dire, 1/5 de ton marché qui t'appartient plus, est-ce que ça tient encore la route? La question se pose. Là, ouais. Ouais. Et c'est ce qui inquiète également les secteurs, donc notamment le secteur laitier, c'est de dire, ben là, si vous grappillez encore comme ça, à un moment donné, j'aurai plus de marché. Ouais. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait ça, c'est qu'on laisse l'autre sans aucune compétition. Là. C'est-à-dire, on lui dit, prends-le. Ouais. C'est un cadeau. Ouais. Je te compétitionne pas là-dessus. Là. OK, c'est à toi. Je te laisse. Parce que quand nous, on fixe les quotas, on prend en considération ça. Donc, on ne les compétitionne pas. Oui. Alors, à un certain moment, il y a une limite, là, on s'entend. Ben oui, je comprends. Et elle est où, la limite? J'ai pas de réponse. Bon, M. Doyon, merci infiniment de nous avoir informés si bien concernant la gestion de l'offre. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.